Top. Bon, bah, écoute, Ludo, je peux t'appeler Ludo ou Ludovic. Bien sûr, non, mon Ludo, c'est parfait. Donc toi, tu es guitariste, tu es réalisateur, tu es journaliste aussi, Ouais, rédacteur en chef de Guitare Extrême. Depuis 2019, tu participes, donc tu m'en parlais, à un collaboratif qui s'appelle United Guitars. Il y a eu déjà un premier volume qui est sorti, c'était un double CD. Là, ouais. peut-être que ma première question va être très simple, c'est comment est née cette idée finalement de concevoir un projet aussi incroyable avec autant de guitaristes et un double CD aussi. Alors, vraiment, la racine du projet, c'est né pendant des sessions de travail pour le magazine Guitar Extreme Magazine, dont je suis rédacteur en chef. On a fait 2 vidéos collaboratives qui sont toujours en ligne sur YouTube et qu'on peut voir. Une qui s'appelle Extreme Challenge et une qui s'appelle Extreme Blues Rock Challenge. Donc sur lesquels interviennent à chaque fois 7 ou 8 guitaristes et on s'est beaucoup amusé à faire ça, même si c'était sur un temps très court, on faisait ça sur une journée, enfin, c'était un peu à l'arrache mais super marrant. Et à l'issue de la deuxième vidéo, j'étais en train de prendre un café avec Fred Chapelier, Fabrice Dutour et Axel Bauer et on s'est dit ce serait génial d'aller plus loin et de faire un truc en studio. Donc on n'a pas trop tiré plan sur la comète et j'en ai parlé avec ma compagne, donc Olivia Rivasso, qui dirige un label qui s'appelle Mystiro Productions. Elle m'a dit écoute, c'est carrément pas con du tout d'imaginer un truc comme ça, je vais travailler sur la faisabilité du projet, voilà. Et donc elle a travaillé dur pour qu'on puisse mettre au point le chantier du premier album. Et on a attendu que tous les voyants soient quasiment dans le vert. On a lancé, donc on a monté une équipe de guitaristes, on a réservé un studio, on a composé des morceaux, on s'est dit advienne que pourra. Et on a réussi à aller jusqu'au bout du truc et à le sortir, tu vois. Donc et puis bon, l'accueil a été très bon avant même que le projet existe. Quand on a lancé notre première campagne Kiss Kiss Bank Bank notamment, on a eu un super accueil, on a été donc on s'attendait à ce que ça marche pas, tu vois, et en fait les gens attendaient un projet comme ça. Donc on avait du power derrière nous pour aller au bout du truc, quoi. Tu me parlais donc, on s'est mis autour d'un café. Quel était le challenge finalement au tout début je suppose que c'est quand même assez titanesque, enfin vu de l'extérieur en tout cas. Je suppose que c'est encore pire à l'intérieur, mais de voir autant de guitaristes réunis avec un projet vraiment bien réussi, avec une magnifique pochette, un double CD, avec plein d'explicatifs. C'était quoi le challenge au départ? Quand tu t'es lancé là-dedans? Le challenge au départ, c'est comment dire, il faut comprendre que parmi les guitaristes qui participent à ces albums, ils sont pas tous installés sur Paris, donc il y en a qui sont en Bretagne, d'autres qui sont sur la Côte d'Azur, d'autres qui sont à côté de Reims, d'autres à Bordeaux, et trouver du temps dans le planning de chacun des musiciens pour qu'ils puissent être là tous au même moment à Paris, déjà c'est super compliqué. Parce que ils ont tous des carrières et des choses à faire, donc c'est voilà. Ça c'est le premier temps du mouvement. D'ailleurs il y a des guitaristes qui déclinent parce qu'ils me disent ouais finalement j'ai beau retourner le problème dans tous les sens, on a une tournée avec mon groupe, on peut pas décaler quoi que ce soit, donc je peux pas y aller cette fois, quoi. Ça c'est le premier temps du mouvement. Après il y a le fait de composer le matériel, voilà, donc déjà ça c'est tout le monde n'est pas capable de composer un titre en quelques mois pour qu'il soit joué par plusieurs personnes. Enfin bon, il y a un côté, faut vraiment attendre des gens enfin exiger des gens même, je dirais, qui donnent de leur temps et de leur quantité de cerveau disponible pour le projet et qu'ils acceptent pendant un laps de temps de pas travailler pour eux mais pour le collectif United Guitars. Ça c'est super important dans l'ADN du projet. Mm-hmm. Puis après, ce qui est très difficile, c'est la question de la logistique sur place, donc le planning. Il y a des gens qui peuvent être là quasiment toute la semaine, il y en a qui peuvent se libérer que pendant 4 heures tel après-midi
parce qu'après ils prennent un avion pour aller je sais pas où. Donc faire en sorte que tout le monde puisse se croiser et puisse travailler ensemble, c'est vraiment un truc colossal. Sans compter les billets de train à réserver, les hôtels à réserver, acheter de la bouffe pour pouvoir nourrir tout le monde. Enfin voilà, tout ça, on se rend pas compte, mais au Ouais. final, quand on additionne tout ça, c'est assez compliqué, effectivement. Tu me disais, donc en fait, au niveau justement de l'écriture des morceaux, comment ça se passe? Si tu invites chaque guitariste à écrire un morceau, ou vous êtes toi et puis et d'autres, vous écrivez les morceaux et vous les proposez aux guitaristes? Non, non, chaque guitariste qui est sélectionné pour le projet peut proposer une composition. À partir de là, il faut qu'il élabore une maquette, qu'il la soumette à moi et à la production. On fait des sessions d'écoute des maquettes, on en parle. Soit le morceau est convaincant du premier coup, on dit super, c'est génial, touche à rien. Voilà. Pour d'autres, il y a des allées et venues où on peut carrément refuser le morceau, dire écoute, on trouve que c'est pas que le morceau est pas bien, mais par rapport au projet, ça va pas rentrer suffisamment bien dans le truc. Par exemple, je sais pas si je prends Nina Attal, par exemple, a composé son morceau pour le disque. La première version, c'était un morceau chanté. Et on lui a dit, nous, on veut pas de voix et de paroles dans United Guitars, donc ça va pas marcher. Et donc il a fallu qu'elle travaille avec un autre guitariste qui s'appelle Johan Kempst, qui est sur le projet. Et ils ont rendu le morceau instrumental sans qu'il perde de sa substance, voilà. Ça, ou alors ça peut être une question de format, de partie à rallonger, à ajouter, à supprimer, rajouter un accord sur tel mouvement parce que ça rendra le travail du soliste plus intéressant. Enfin voilà, ce genre de choses-là. Comment tu fais finalement le choix des guitaristes? Là, sur cet album, il y a 17 morceaux. Tu te fais une liste de guitaristes et ensuite tu les contactes, ou c'est par rapport à tes choix personnels, tes goûts musicaux? Bah, de par mon boulot avec Guitar Extreme Magazine, des magazines de guitare dans lesquels je travaille depuis 1990. Je connais à peu près tout le monde dans le milieu des guitares, que ce soit en France, que ce soit en Angleterre, aux États-Unis, en Scandinavie, enfin partout. Et je sais non seulement qui joue bien, qui a quelque chose à dire, mais je sais aussi qui est sympa et qui est relou, qui est dans une bonne latitude et qui l'est moins, et donc ça me permet un peu de faire mes courses, si tu veux. Et alors évidemment c'est frustrant parce que si je faisais participer tous les gens que j'apprécie humainement et donc musicalement, il faudrait qu'il y ait 200 guitaristes sur chaque album qui sont parfois cornéliens, mais bon voilà, c'est comme ça. Alors ça a été enregistré fin août, hein, avec Arnaud. Fin août et début septembre, voilà, c'était vraiment à cheval sur la fin du mois d'août et le début du mois de septembre. Ouais, c'est au studio 180, Porte de Pantin, avec Arnaud Voilà. Bouscanana, que tout le monde connaît, en tout cas, qui travaille avec beaucoup de groupes et qui a déjà produit le premier. Comment s'est passé l'enregistrement comparé au premier? Est-ce que vous avez changé des choses au volume 1 donc Non, c'est exactement la même manière de travailler parce que il peut pas y en avoir 36 en fait finalement, si tu veux. Grosso modo, le scénario classique, c'est on a donc des batteurs et un bassiste sur place qui ont travaillé les morceaux en amont. Le guitariste arrive, il s'installe, il prend un café tranquille, il cherche son son avec Arnaud et avec Thierry Labrouze, un fabricant d'ampli qui est avec nous, une marque qui s'appelle Kelt Amplification, K-E-L-T, qui prête un parc d'ampli pour l'enregistrement. Donc il cherche le son du guitariste. Une fois que le son est trouvé, que tout le monde est content, il y a une petite phase de répétition parce que forcément les gens qui jouent la rythmique, ils ont un ressenti du morceau qui est peut-être pas exactement celui que le guitariste aurait souhaité, donc il y a un petit réajustement qui se fait à ce niveau-là. Ils jouent pendant une petite heure pour faire tourner le morceau, pour trouver la bonne vibe, si tu veux. Mm-hmm. Et dès que ce travail
est effectué, on commence à faire des prises de rythmique. Donc ça veut dire que le guitariste joue dans la live room avec le bassiste et le batteur. Donc il joue la partie de guitare rythmique souvent, hein, ou une des parties de guitare rythmique qui est gardée ou pas, qui est de toute façon en fait enregistrée avec les autres instruments. Et en général, il faut faire 3-4 prises pour obtenir une rythmique qui soit jouée parfaitement. Voilà. Et à partir de là, donc on décide de garder la guitare rythmique qu'il a jouée on spot ou pas. Et dans tous les cas, après, le guitariste passe dans la cabine avec Arnaud et moi et on retraque toutes les parties de guitare une par une. Mhm. Et ce travail, en général, ça prend tout le processus pour un morceau prend 5 heures à peu près. Donc vous allez quand même assez vite. Ah oui, 5 heures, c'est rien du tout. C'est pas ça qu'il faut avoir affaire à des musiciens chevronnés. D'ailleurs, basse batterie, on prend que des monstres. Hein. C'est que des gens qui sont habitués à travailler en studio dans une pression extrême, des gens qui sont très polyvalents, qui ont un mental d'acier. Il faut qu'ils seraient capables, limite. D'ailleurs, il y a des premières prises sur l'album, hein, des rythmiques qui ont été enregistrées dès la première prise. Il y en a quelques-unes, mais c'est voilà. Et les guitaristes, c'est pareil. Il faut comprendre que quand tu joues en cabine et que t'as 10 autres guitaristes qui te regardent pendant que tu fais des prises, ça peut être très intimidant et voilà. Et il faut des gens qui ont un mental suffisamment solide pour faire abstraction de tout ça et qui sont capables de jouer leur truc sans défaillance, malgré les conditions. C'est au niveau des guitaristes justement, est-ce que c'est toi qui choisis tel guitariste va jouer sur tel morceau? Bon, je suppose que ceux qui ont composé leurs morceaux, forcément ils jouent dessus, mais quand il y a des morceaux qui ont été composés par d'autres, comment t'effectues la répartition entre les guitaristes? Toi tu vas jouer sur tel morceau, toi tu vas... C'est facile à faire, ça? C'est complexe? Ouais, déjà je sonde un petit peu chaque guitariste pour savoir voilà, sur ta composition si ça devait être ton choix à toi, qui est-ce que tu prendrais, qui est-ce que tu voudrais surtout pas, parce que ça peut arriver aussi. Et donc je tiens compte de leurs remarques. Le truc, c'est que les guitaristes entre eux, ils se connaissent pas forcément personnellement. Tu vois, ils peuvent connaître la musique des uns et des autres, mais ils se connaissent pas en fait humainement. Et moi, en fait, je suis un peu le dénominateur commun au milieu de cette équipe parce que je les connais tous séparément. Donc je sais, par exemple, je me dis souvent, tiens, bah c'est marrant. Michel Benjeloun, je le connais, il connaît pas forcément Swan Vaud, mais je sais que si c'était rencontré un jour, il s'entendrait super bien. Tu vois, c'est un peu l'idée. C'est un peu l'idée, donc voilà. Puis après, donc musicalement, je sais aussi qu'il y a des gens qui partagent des backgrounds communs, des goûts communs, et bah forcément, il y a des choses qui s'imposent d'elles-mêmes, quoi. L'idée finalement d'enregistrer en studio comme vous l'avez fait, c'est-à-dire, on va dire entre guillemets un peu à l'ancienne, parce que ça se fait de moins en moins, tout le monde dans un studio et comme tu m'expliquais, enregistrer les rythmiques pour faire les bases, pour les solos. Ça c'était vraiment important pour toi d'avoir ce côté analogique, loin du... Bah, analogique non, le truc c'est surtout, aujourd'hui il y a de plus en plus de gens qui font des collaborations à distance parce que la technologie le permet. Notamment il y a beaucoup de collaborations sur YouTube ou des choses comme ça, ce qui est sympa, mais ça donne jamais un résultat inoubliable de mon point de vue. C'est-à-dire ça fonctionne un peu, mais c'est pas la même chose que quand les gens se parlent, échangent, respirent l'air qu'il y a dans la même pièce et puis vibrent avec les mêmes ondes. Tu vois, ça peut pas être le même résultat. Et surtout qu'aujourd'hui, donc la technologie, quand chacun travaille dans son coin, elle permet aussi d'éditer beaucoup ce qu'on joue, donc de rattraper les erreurs, de recaler des choses, de manipuler l'audio si tu veux. Quand tu es dans un studio
studio, tu peux le faire dans une certaine mesure, mais avec notre éthique de travail, il faut vraiment délivrer une performance qui soit réelle, quoi, tu vois. Et c'est ce côté un peu bio et sans tricherie qu'on essaye aussi de mettre en avant, quoi. Tu veux dire que souvent, quand on parle avec des gens qui ont des musiciens qui ont travaillé en studio, souvent ils font référence à une forme de magie qui se passe sur certains morceaux. Est-ce que toi tu l'as ressenti sur certains morceaux de cet album? Oui, ça arrive bien sûr. Oui, alors pas à des degrés divers, hein, mais parfois il se passe des choses inattendues ou des moments carrément hallucinants. Il y a deux morceaux qui ont une vibe un peu 70s sur cet album. Il y a le morceau de Yarol Poupeau qui s'appelle Mask and Furious, et il y a le morceau de Fred Chapelier et de Fabrice Dutour, City of Thieves, qui est vraiment dans une ambiance très Thin Lizzy, Deep Purple, comme ça. Et ça, c'est des morceaux qui ont été quasiment façonnés en studio, tu vois, donc comme on le faisait avant, c'est-à-dire les gens arrivent avec des idées et ils les font tourner en studio sous forme de répétition, le morceau se construit sur place, et puis dès qu'on sent qu'on a un truc vivant et excitant, on fait tourner la bande, enfin l'ordinateur en l'occurrence, et on enregistre des prises live, tu vois, et ça c'est super de pouvoir assister à des moments comme ça. À propos de Dougal Rhys, tu m'en parlais tout à l'heure au début de l'interview, est-ce qu'il est venu en studio, lui Alors il devait, mais avec le Covid, il est resté en Californie auto-confiné chez lui. Et bon, par chance, il a pas annulé le projet parce que chez lui, il a des moyens d'enregistrement professionnels, donc on a pu faire des sessions à distance, donc on lui parlait en visio, il faisait ses prises, on a travaillé de cette façon. D'ailleurs, il avait une caméra qui tournait pendant qu'il faisait les prises, et on a pu les utiliser, on a pu faire un montage vidéo pour qu'il apparaisse aux images. Donc c'était un peu frustrant qu'il soit pas là, mais bon, écoute, on a pu quand même faire cette collaboration. Est-ce qu'il y a finalement il y a des guitaristes que tu as envie d'avoir peut-être pour le volume 3 que tu n'as pas réussi à avoir pour le 2? Oh, non, j'ai un certain nombre de gens en tête avec qui je suis en pourparlers depuis le premier volume, hein, tu vois, des gens qui m'ont dit voilà, pas pour cette fois, mais je garde dans un coin de ma tête qu'un de ces cas tu me solliciteras peut-être, et ça tombera à un moment où je serai disponible pour m'investir dans le projet, parce que Doug, c'est pareil, il a accepté de le faire, mais ça lui a quand même réclamé de l'investissement, c'est-à-dire écouter les maquettes, de faire un retour sur les maquettes, de proposer une ébauche de ses solos pour voir ce qu'on en pense, de refaire une ébauche, de faire une première version définitive, puis finalement de recommencer parce qu'il y avait des trucs qui lui plaisaient pas. Donc en fait finalement il a quand même passé plusieurs jours sur ce projet, tu vois, et pour quelqu'un qui a un emploi du temps comme lui, avec les Dead Daisies, avec tout ce qu'il fait à côté du groupe, c'est pas simple, quoi. Tu me parlais de Yarol Poupeau là tout à l'heure avec Fred Chapelier. C'est un des morceaux qui a été mis en avant pour le volume 2, en tout cas qui est sorti en single, on va dire, Mask and Furious. Comment alors tu me disais comment il a été enregistré. Comment tu choisis finalement sur tant de morceaux, le morceau qui va représenter un petit peu l'album, en tout cas au début? Le morceau qui va représenter l'album, bah écoute, tu sais, nous on réécoute tout après, une fois qu'on a fini le mastering, on a tous les morceaux avec Olivia la productrice, on se fait des soirées d'écoute où on détermine en fait quels sont les morceaux les plus accrocheurs. On définit aussi le track listing, tu vois, c'est important, surtout la musique instrumentale, tout le monde n'est pas habitué à s'en infuser comme ça. 1h30, tu vois, c'est pas simple, donc il faut une certaine fluidité et il faut que ça raconte un peu une histoire, donc on passe beaucoup de temps à ça. Et il y a des morceaux qui sortent du lot, forcément, donc Mask and Furious, il a un potentiel un peu tout public pour nous, parce qu'il c'est certes de la musique instrumentale, mais ça reste quand même dans le cadre
de ce dont le grand public a l'habitude, avec des trucs un peu bluesy. C'est presque un morceau de musique instrumentale pour les gens qui sont pas habitués à en écouter. Voilà. Donc ça nous a paru important de le dévoiler en premier. Mais par contre, le deuxième morceau qu'on a dévoilé, First Will, il y a Double Bridge dessus justement, c'est déjà un truc vachement plus spé, quoi, tu vois, où il faut aimer le shred, il faut aimer la guitare quand ça joue vite, voilà, c'est moins accessible. Et le dernier qu'on a dévoilé, donc Funky Enough, qui a été composé par un YouTuber qui s'appelle Florent Garcia, où là c'est une dimension beaucoup plus funky, beaucoup plus peut-être moderne, on va dire, de ce que peut être la guitare en 2020. Vous avez vu un événement important, là, c'était 1er et 2 février, c'était à l'Européen à Paris, c'était l'United Guitar Festival. Ça, c'est un plus. Quel souvenir tu gardes finalement de ces 2 jours où il y a une présence? C'est pas un plus, pour moi, c'est la continuité logique, c'est-à-dire faire un disque, c'est marrant, mais le plus rigolo, c'est quand même de jouer sur scène devant un public, tu vois, c'est un peu pour moi, c'est évident. Donc oui, c'était super de faire ça pendant 2 jours. Ça a été beaucoup de travail, peut-être encore plus que pour l'album, parce que finalement, ça dure 2 jours. Il y avait beaucoup d'événements. Il y avait une exposition de matériel assez balèze. Il y avait des masterclass, des conférences, des concerts. Faut que tout puisse se dérouler selon un timing comme ça. Et on est sorti des 2 jours, on était vraiment explosé, mais ça valait le coup. Et on n'attend qu'une seule chose, c'est de le refaire. Donc dès que les conditions sanitaires le permettront, on refera un festival. Il y a eu le volume 1, donc qui est sorti il n'y a pas longtemps, c'était l'année dernière, en 2019. Vous en avez vendu quand même 3000 exemplaires. T'as été surpris par le succès, quoi. Finalement, c'est une belle réussite. Je savais, on va dire, qu'il y a dans un créneau niche comme ça, je savais qu'il y avait de toute façon des personnes qui seraient intéressées par le projet, mais je pensais pas que ça marcherait aussi bien. Voilà. C'est-à-dire, j'ai été surpris de voir que en périphérie de ce public de niche, il y avait quand même des gens qui sont pas spécialement guitaristes, qui habituellement viennent pas forcément vers la guitare et qui notamment sont venus au festival et nous ont dit voilà, on a adoré l'album, donc on est venu aujourd'hui, machin, tout ça. Et donc voilà, je m'attendais à ce que ça fonctionne, mais je m'attendais pas à ce que ça marche, on va dire. Alors toi, en fait, tu centralises tout le projet, mais tu es aussi guitariste. Quel est ton rôle, justement? Bon, tu es crédité sur pas mal de morceaux. Ton rôle en tant que guitariste, comment tu travailles avec les autres et qu'est-ce que ça t'apporte aussi de travailler avec eux? Mon rôle, donc, c'est d'interagir un petit peu avec eux sur la phase de composition, déjà, parce que je suis réalisateur du projet, donc il faut que je m'assure que les morceaux répondent à certains critères. Voilà. Après, mon rôle, il est en studio, j'assiste les guitaristes pendant toutes leurs prises, et tu sais, quand tu joues de la guitare ou n'importe quel instrument dans un studio, t'as la tête dans le guidon et c'est extrêmement difficile, à moins de réécouter plein de fois ce que tu viens de jouer, d'être sûr et certain que c'était bien et que c'était le mieux que tu pouvais faire. Donc moi mon rôle, c'est d'être un peu extérieur, donc je suis pas dans la tête du guitariste, j'écoute sans a priori ce qu'il vient de jouer. Et ils me font confiance. Si je leur dis là, tu penses que c'est bien, mais en fait moi je te dis c'était vraiment pas bien et tu peux jouer le truc 4 fois mieux. Il me fait confiance et il recommence jusqu'à ce que je dise là c'était mortel, quoi. Comment ça s'est passé? C'est ça mon rôle, en fait. Il y a un morceau que j'aime beaucoup qui s'appelle The Ride of Wisdom. C'est avec Pat O'May à la guitare. Comment ça s'est passé le travail sur ce morceau avec Pat O'May? Écoute, j'ai proposé à Pat qu'on écrive un morceau ensemble parce qu'on se connaît depuis longtemps. Moi, je m'entends très bien avec lui. Et donc, il m'a invité chez lui à côté de Saint-Brieuc. On a passé une grande journée. Voilà, j'ai dormi chez lui le soir et tout. C'était super. Donc, on a une grande journée, une soirée. On s'est couché bien tard pour travailler sur le morceau. C'était super.
Et en fait, voilà, moi j'avais quelques idées, lui aussi. Il se trouve que les idées qu'il avait et celles que j'avais, c'est les hasards un peu, ça s'imbriquait super bien. Donc on a monté le morceau finalement assez rapidement. On a fait quelques échanges après pendant l'été, donc ça c'était au mois de juillet, début juillet, j'étais chez lui. On a fait quelques échanges, voilà, on a rajouté des parties, transformé des trucs, ajouté d'autres choses. Puis au final, voilà, on est arrivé à la version que t'entends sur le disque. Tu me parlais justement des shredders, des guitares héros un peu. Il y a Eddie Van Halen qui nous a quittés très récemment. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire je suppose que tu l'as rencontré. Qu'est-ce que tu as envie de... Si tu pouvais nous décrire justement ce guitariste et cet être humain aussi, puisque c'était aussi avant tout une personne derrière la guitare. Qu'est-ce que tu pourrais dire? De toute façon, je pense que musicalement, il avait dit ce qu'il avait à dire depuis très longtemps, c'est-à-dire concrètement, sur le plan créatif, Eddie Van Halen, c'est quelqu'un qui a arrêté de faire des choses passionnantes, de mon point de vue, vers le début des années 90. Par contre, tout ce qu'il a fait avant, c'est surnaturel. C'est une explosion de créativité comme on n'en avait pas connu depuis Jimi Hendrix ou Django Reinhardt ou des gens comme ça. Donc c'est un truc unique. Il a créé une révolution dans le monde de la guitare. Après, ça l'a pas empêché sur les albums suivants qu'il y ait quand même quelques pépites par-ci par-là. Et puis le groupe sur scène restait quand même très bon. Moi, j'ai été hyper surpris après le gros creux de la vague qu'il avait eu dans le début des années 2000, où franchement, il était vraiment tombé dans la dope et où c'était plus que l'ombre de lui-même. Ils ont donné ce concert en 2015 avec David Lee Roth pour le Jimmy Kimmel Show, je crois, c'est ça, où ils ont fait un concert sur Sunset Boulevard, je crois. Où là il avait repris vraiment du poil de la bête, où il jouait quasiment aussi bien qu'au début qu'à la fin des années 80. Et voilà, donc c'était chouette de le voir rejouer comme ça. Donc il y avait toujours quand même, il a gardé quand même sa magie quasiment jusqu'au bout, je dirais. Après, donc humainement, c'est comme toutes les rockstars. Il y avait un côté lumineux et un côté un peu plus un petit peu plus ténébreux, qui a été décrit par Sammy Hagar dans sa biographie, où il explique un peu les mauvais côtés du personnage. Moi, j'ai interviewé très récemment un vidéaste qui a habité pendant 1 an chez lui dans la pire période, donc entre 2004 et 2006, et qui, c'était quelqu'un qui pouvait être aussi démoniaque par moment, mais je crois que c'est le lot un peu de toutes les rockstars qui ont donné autant et qui ont rencontré autant de succès. Voilà, mais ça reste quand même un très grand monsieur, et bien sûr, même si on s'y attendait, c'est super triste qu'il nous ait quittés aussi jeunes, quoi. Ouais. J'ai vu que tu étais aussi professeur de guitare. Je sais pas si tu continues, mais justement, en tant que prof de guitare, qu'est-ce que tu essayes de transmettre à tes élèves et à leur faire comprendre? Moi, mon approche de la pédagogie, c'est les bases, en fait, c'est-à-dire de construire un socle, de connaissances et qui soit le mieux fait possible, et de donner les clés, en fait, à mes élèves pour qu'ils puissent évoluer, même quand ils arrêteront de prendre des cours avec moi et qu'ils continueront tout seuls. Voilà, c'est-à-dire leur donner en gros les bases pour devenir un musicien au-delà d'être un guitariste. C'est-à-dire jouer, mais aussi entendre les choses et développer leur oreille et leur compréhension de la musique. C'est ce qu'il y a de plus important, et c'est ce que je m'efforce de faire. Avec tous les guitaristes que tu as rencontrés, quel est le dernier guitariste qui t'a vraiment épaté, ou que tu as écouté, qui t'a vraiment mis une claque, comme on dit? Le dernier guitariste que j'ai rencontré qui m'a mis une claque, il pourrait y en avoir plein.
il y en a deux en fait. Il y en a un qui s'appelle J.D. Simo, qui est un guitariste de blues rock qui vient de Nashville, que tu connais peut-être. Hein. Donc c'est ses initiales J.D. et plus loin Simo, S-I-M-O, qui est venu jouer à Paris il y a quelques années plusieurs fois, et à chaque fois c'était à part quand il a joué à Maroquinerie où il est tombé de la scène, où il était emporté à l'hôpital, où c'était pas très marrant, mais le premier concert qu'il a fait au Sullivan, c'était vraiment génial. Je l'ai revu après New Morning, c'était super aussi. C'est un mec, quand tu l'écoutes jouer, tu as une idée de ce que ça devait être d'écouter Paul Kossoff ou Jimmy Page à Londres à la fin des années 60, quoi. Il a vraiment un son très authentique et une attitude très authentique. Voilà. Dans un genre complètement différent, je dirais peut-être laisse-moi réfléchir 2 secondes. Comment s'appelle ce mec déjà que j'ai vu jouer et que j'ai rencontré? Excuse-moi, j'ai une mémoire un peu de poisson rouge. C'est le guitariste de Avenged Sevenfold. C'est pas un groupe que j'aime particulièrement dans l'absolu, mais lui il m'a vraiment mis une grosse claque. C'est un mec, je trouve, dans ce style qui joue d'une façon assez personnelle, qui a une technique assez personnelle. Sinister Gates, voilà, qui est en plus un musicien ultra cultivé, qui joue aussi du jazz manouche avec son père à Los Angeles, qui aime Maurice Ravel, Debussy, qui a une culture musicale assez dingue. Et puis quand il a une guitare entre les mains, je trouve qu'il est vraiment flippant, quoi. Donc voilà, ce serait lui. Il y a beaucoup de gens qui disent... Par contre, juste, je te préviens, va falloir qu'on... Ah, d'accord. Ok, d'accord. On est court parce que je commence à être vraiment à la bourre. Donc vas-y. Non, alors, juste une dernière question pour terminer, alors, parce que j'avais des milliers de questions, t'imagines, mais bon, c'est pas grave. Alors, juste pour terminer, ça fait des années et des années que tu es dans ce milieu-là, tu écris, maintenant tu es rédacteur en chef dans Guitare Extrême. Quelles ont été tes plus belles rencontres et les plus marquantes? Ma plus belle rencontre, on en parlait il y a un instant, c'est en 97 quand j'ai été au studio 5150 pour interviewer Eddie Van Halen. Donc ça c'était une très bonne rencontre. J'ai eu pareil une autre expérience comme ça avec Steve Vai, où j'ai été chez Steve Vai pour l'interviewer. C'était un petit peu avant, peut-être 95 par là. Donc ça c'était des rencontres super. Et puis dans les rencontres très éphémères que j'ai pu faire, il y a 3-4 ans, il y a eu des remasters de Led Zeppelin qui sont sortis et j'ai été invité à Londres pour les écouter. Donc on était un ensemble de journalistes un peu triés sur le volet, et il y avait Jimmy Page qui était là, et à la fin j'ai pu lui dire 3 mots et faire une photo avec lui serrer la main et tout, et ça c'était quand même un grand moment. Bah écoute, merci. Si tu as envie de rajouter quelque chose par rapport au projet qui est important pour toi, les choses importantes par rapport au projet, c'est de l'écouter, de le transmettre, de partager avec les gens, de le faire écouter, voilà, et puis de soutenir le projet en achetant l'album, que ce soit en CD ou en vinyle, ou même acheter un mug ou un médiator, ça soutient le projet, parce que monter ça c'est passionnant, mais ça coûte cher, et on a besoin du soutien de tous ceux qui aiment la gratte. Voilà. Bah écoute, merci beaucoup pour l'interview. Vraiment bravo pour le volume 2, parce que j'ai trouvé que c'était un beau cadeau de Noël, tu vois. Magnifique. Tant mieux, et puis écoute, j'espère qu'on se rencontrera un de ces 4 dans la vraie vie. Bah moi aussi. Ok. Merci. Ouais. Bon après-midi. Allez, je te laisse, Pascal. Bisous. Salut. Ciao, ciao.